Et je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette étude. Donc, c'est une étude qu'on a entamée il y a maintenant 1 an et demi, avec l'appui de la collectivité et avec nos collègues de l'université Paul Valéry de Montpellier. Alors, suivre l'évolution du trait de code peut paraître un petit peu éloigné des missions initiales de l'ATE, mais en fait, ce trait de code va un petit peu au-delà de la simple définition de notre île, puisque sur le long de ce trait de côte, on retrouve les plages. Et les plages sont bien évidemment un atout touristique, mais à notre niveau, elles sont un milieu bien spécifique, un milieu bien particulier, avec une végétation typique, et un milieu qui sert de site de nidification pour certaines espèces en jeu comme les tortues marines. Donc, voir ces plages disparaître est pour nous une question à fort enjeu pour le maintien de la biodiversité de notre île. Et c'est pour cela qu'on a débuté cette collaboration avec nos collègues et amis de l'Université de Montpellier. Donc je vais rapidement leur laisser la parole, mais avant cela, je vais vous les présenter très succinctement. Alors on a la chance d'accueillir Valérie Dufossé, Stéphanie. Stéphanie, c'est la première. Bien, Stéphanie Dufossé, pardon. Donc, qui est géographe et enseignant-chercheuse à l'Université de Montpellier et qui est spécialisée sur toutes les questions qui concernent la gestion des risques naturels. Avec nous également Tony Ray, qui est géomorphologue et plus spécialisé sur toutes les questions qui concernent le littoral au sens large, mais aussi de façon très spécifique et spécialisée. Et enfin, au sein de notre équipe, c'est Mirwan Diab, qui est chargé de mission défrichement et suivi des milieux, qui a chapeauté suivi, qui a accompagné Tony et Stéphanie sur le terrain, et qui a, grâce à eux, acquis énormément de connaissances et d'expérience sur cette thématique. Donc je vais leur laisser la parole. Il y avait aussi, Mathieu Perroche, qui lui a supervisé tout ce qui était acquisition et traitement de la donnée en drone, et vous verrez dans les résultats qui vont vous être présentés, ça apporte encore une dimension et une valorisation de la donnée qui est très intéressante. Donc je vais leur laisser la parole. Tout d'abord Tony pour vous citer un petit peu le contexte, le protocole qui a été utilisé, et après ils vont vous présenter tour à tour les premières étapes de l'étude. Merci à vous. Merci beaucoup Sébastien. Bonsoir. Merci d'être présent pour cette présentation qui concerne donc le suivi des plages à Saint-Barthélemy. Donc je vais vous présenter un peu les objectifs de cette étude. Certains objectifs qui sont atteints, d'autres sont encore en cours d'analyse. Nous sommes là sur la 4e mission, donc celle-ci n'est pas encore totalement analysée. Et puis ensuite, j'entrerai dans le détail sur les différentes méthodes utilisées pour le suivi de ces plages, et mes collègues entreront dans le détail sur les résultats. Et enfin, on terminera avec Sébastien sur les perspectives suite à ce projet. Alors, la conférence, on tape sur une conférence de 30-35 minutes, et ensuite, disons 30 minutes de questions-réponses, de façon à avoir une présentation relativement courte, suffisamment exhaustive. Vous verrez qu'on prendra quelques exemples. Bien entendu, 1 an et demi de recherche, c'est difficile aussi de s'adresser en 30 minutes. Donc on va essayer de vous donner l'eau à la bouche pour ensuite nous poser des questions sur les différents sites qui ont été analysés. Alors, je ne sais pas trop parler, je l'ai promis. Concernant les objectifs du projet, de façon assez succincte, 3 points ici vont nous intéresser. Donc l'analyse du fonctionnement spatio-temporel des plages au travers de différents indicateurs. Bon, l'idée était ici, avec donc, la collectivité et l'ADE, de faire un état des lieux de ces plages, que ce soit d'un point de vue de la morphologie, des pentes, de la granulométrie, de la courantologie. Donc faire un état des lieux, apporter des données, des connaissances sur certaines plages à Saint-Barthélemy. Sachant que, bien entendu, ici nous n'avons pas travaillé sur l'ensemble des plages à Saint-Barthélemy, nous avons choisi 5 plages en priorité en fonction des enjeux de la collectivité et de l'ADE. Ensuite, un diagnostic des interactions aménagement et dynamique côtière. Et enfin, on va vous en présenter quelques-unes, quelques cartes pour présenter les espaces vulnérables à l'érosion côtière, mais aussi les secteurs stables et les secteurs en engraissement. L'idée étant ici de se dire qu'une plage a un fonctionnement qui lui est propre, intrinsèque. Vous connaissez les plages à Saint-Barthélemy, chacune possède ses propres caractéristiques, et à l'intérieur de chaque plage, je vais vous présenter ici, chaque plage présente des caractéristiques qui lui sont
sont propres. Par exemple, la présence d'un platier récifal, la présence d'herbiers, une forme spécifique. L'idée voilà, étant de dire que chaque plage a un fonctionnement unique. Donc, comment analyser le fonctionnement global des plages à Saint-Barthélemy? Le protocole est assez simple, il suit ici 3 points. Tout d'abord, comprendre la dynamique naturelle des plages. Alors, petit graphique qui, à mon avis, je ne sais pas si vous le voyez. L'idée ici, c'est de se dire que la plage, c'est l'interface terre-mer, mais on ne se limite pas que à la partie terrestre, on va également intégrer la partie marine. Même si au cours de cette présentation, nous verrons qu'il y a encore pas mal de hiatus concernant la partie marine. Donc voilà, notre système plage avec des courants, du transport sédimentaire qui vient du large, de la bancote, qui arrive sur la plage, du transport également éolien, qui participe à la fabrication, à la formation des dunes. Tout cela donc qui va nous créer un système plage. Ensuite, deuxième point, identifier les marqueurs d'érosion. Sur certaines plages, les marqueurs d'érosion sont relativement faciles à observer. Alors, vous avez quelques photos ici, les falaises dunaires, du Flamand par exemple, un beach rock exhumé à Lorient, l'affluent au pied des embauchements à Saint-Jean, ou encore, et là c'est une photographie de ce matin, l'érosion de la plage suite au ruissellement fluvial de cette nuit à un gouverneur. Vous pouvez voir un peu le décaissement de la plage au niveau du parking. Et enfin, troisième point, diagnostiquer les phénomènes. Donc ça, c'est en cours. Le diagnostic, finalement, c'est déterminer les facteurs biophysiques et anthropiques responsables de cette évolution. Donc ça, c'est aussi un enjeu fondamental pour expliquer le fonctionnement de ces plages. Concernant les sites choisis, des plages urbanisées. On prend des plages urbanisées, des plages à enjeux humains, enjeux matériels. Donc la plage de Flamand, Saint-Jean et Lorient. Et puis des plages plus naturelles, comme la plage de Gouverneur. Et puis une plage également assez spécifique, une plage adossée à la côte rocheuse, c'est la plage de Pont-Louis. Donc au moins 5 sites qui ont été investis pendant 1 an et demi. Et puis nous avons ajouté quelques plages, je ne vais pas présenter ici, mais ajouté quelques plages en juin dernier, les plages de Corosol, Anse des Cailles, et puis Public. Mais bon, on a ajouté ça en juin dernier. Donc vous voyez 5 sites, on n'a pas l'exhaustivité à l'échelle de Saint-Barthélemy. En tout cas, voilà, ça répondait à certaines interrogations de la collectivité et de l'ATE sur les plages ici présentes. Concernant les méthodes et techniques de suivi des plages, on vous a remis donc les campagnes de mesure. L'idée ici en termes de protocole, c'est de venir avant la saison cyclonique et après la saison cyclonique, de façon à analyser les phénomènes de réajustement sédimentaire qu'il y a à l'intérieur des saisons et au cours des années. Donc, variation intra-annuelle et inter-annuelle. De cette manière, on étudie la variabilité saisonnière des plages. Concernant les techniques utilisées, donc pour la limite de la ligne de mobilité de rivage, acquisition d'images par drone, on vous présentera le site de Saint-Jean, des profils saisonniers des plages, qui vous permettra d'avoir une vision en 3 dimensions. Pour ce faire, on utilise un DGPS à haute précision. On va jusqu'au grain de sable, donc caractérisation granulométrique des sables. Et enfin, l'étude du trait et la cartographie des courants côtiers à partir d'une approche participative et de témoignages auprès d'acteurs clés, je pense notamment aux surfeurs, qui nous ont beaucoup aidés à réaliser donc cette cartographie des courants côtiers. Alors, quelques images pour illustrer donc ces différentes méthodes. Vous voyez qu'ici, les méthodes sont très importantes, ça permet de bien cadrer notre étude. Donc, réalisation des vol drone et acquisition d'images. Donc là, c'est essentiellement notre collègue Mathieu Perroche qui s'est chargé de cette opération. Donc, des vols de 15 à 30 000 par plage, acquisition de photographies obliques, de façon à réaliser la photogrammétrie, donc de la 3 dimensions. Quelques chiffres pour ces missions drone. Ici, 32 vols qui ont été réalisés, ça représente plus de 6400 000 photos à traiter, soit plus de centaines d'heures de traitement géomatique pour obtenir, in fine, une orthophoto. Une orthophoto, c'est-à-dire une image qui est géoréférencée, qui est rectifiée géométriquement. L'idée étant, c'est de réduire l'incertitude concernant
la digitalisation du trait de code. Quand on travaille sur l'évolution du trait de code, on va s'amuser à tracer le trait de code. Sauf que si je prends des images tirées de Google Earth, qui peuvent être de bonnes images, lorsque je zoome sur ma plage, je me rends compte, vous voyez, on a un certain flou qui apparaît. Aller ici délimiter un trait de code devient extrêmement compliqué et surtout, j'augmente la marge d'erreur. Si je prends l'image run donc ici, l'image géoréférencée, et lorsque cette fois-ci je fais le même zoom, on est au moins au 1/600e, encore plus bas, vous voyez qu'ici je peux, peut-être au fond vous ne le voyez pas, mais on voit ici des éléments bien distincts qui vont me permettre de délimiter le trait de code. Donc, l'acquisition d'images run nous permet de réduire les incertitudes, ce qui est fondamental, notamment si on souhaite déterminer une variabilité et une tendance d'évolution. Donc ça, c'est un point essentiel dans la méthode. Pour compléter notre méthode, nous avons réalisé des profils de plage. Qu'est-ce qu'un profil de plage? C'est une représentation synthétique de la plage. Pour ce faire, on a utilisé un outil qui est assez connu, c'est un DGPS, qui est tombé en panne aujourd'hui, c'est parti des aléas. Donc DGPS avec une correction en temps réel, donc une correction FPK, ce qui nous permet pour chaque point mesuré, X, Y et Z, d'avoir une précision centimétrique. On est entre 1 et 3 cm de précision, que ce soit pour le X, le Y et le Z. Là encore une fois, l'idée, c'est de réduire l'incertitude. Sur toutes les plages, nous avons réalisé des transects, en partant du haut de plage jusqu'au bas de plage, sans avoir peur de se mouiller les chevilles. Donc, on fait un transect avec la canne, l'antenne et la commande. Au final, on obtient, après un traitement, et on n'entre pas dans le détail sur le traitement, un traitement sous Profiler 3.4, on obtient un profil de plage, et donc une représentation synthétique d'un transect. Donc ici, pour Flamand par exemple, nous avons 10 profils. 10 profils qui sont différents, et Irwan nous en présentera quelques-uns tout à l'heure. Donc ces profils vont nous permettre, notamment par une comparaison, d'analyser la variabilité saisonnière. Qui plus est, ces profils nous permettront de qualifier l'augmentation en largeur de la plage, des plages qui donc s'allongent, certaines se réduisent, et par ailleurs, un point qui est essentiel ici et que ne fait pas l'image de Rowan, nous avons également notre échelle, la verticalité. La verticalité est intéressante parce qu'une plage peut rester stable en largeur, en revanche, son niveau, sa hauteur peut diminuer. Donc, cette dimension-là, je pense, est essentielle. Au final, l'ensemble des indicateurs que l'on peut relever à travers ce profil vont nous permettre de caractériser la vulnérabilité de la plage à l'érosion. Élément fondamental, notamment dans la cartographie ensuite de cette vulnérabilité. Troisième point essentiel ici dans notre protocole, c'est l'analyse granulométrique. Cette fois-ci, on s'intéresse au grain de sable. Donc, échantillonnage donc, sur les plages de Saint-Barthélemy, échantillonnage en surface, du haut de plage jusqu'à la zone de déferlement, un travail ensuite en laboratoire, du tamisage, très classique mais extrêmement fastidieux. Il faut compter 1 heure par échantillon. Donc là on est sur plus de 100 échantillons, donc imaginez un peu la quantité de travail que ça représente. Un simple tableau Excel, j'entre pas dans le détail, mais au final j'obtiens la courbe granulométrique, c'est-à-dire la représentation graphique de mon échantillon. Ce qui me permet d'extraire des indices statistiques, 3 indices statistiques fondamentaux en géomorphologie pour comprendre les plages, le grain moyen, l'indice de tri et l'indice d'asymétrie. On vous présentera quelques cartes tout à l'heure sur cette représentation spatiale du grain moyen qui nous donne pas mal d'informations, notamment sur l'énergie donc des vagues sur la côte. Je vais laisser la parole à Stéphanie. Bonsoir à tous, merci. Quant à moi, je vais vous présenter quelques résultats sur la variation du trait de code. Donc, variation du trait de code qui a été digitalisée grâce aux images dont nous a parlé Tony tout à l'heure. Alors, juste une petite diapo, on va dire, pédagogique entre guillemets, où on est bien le même vocabulaire tous. Quand je parle de trait de code, c'est la limite terme
Et en fait, il y a plusieurs méthodes en géomorphologie pour délimiter ce trait de côte. Et une des méthodes très simples qu'on peut utiliser sur des plages microtidales comme celle de Saint-Barth, c'est la limite entre le sable sec et le sable mouillé. D'accord? Donc ça, évidemment, quand on est sur le terrain, c'est assez facile. Il faut ensuite interpréter avec les drones et en faire quelque chose, surtout en comparaison. Donc l'idée, ça a été de comparer les différents traits de côte entre les différentes missions, juin-juin, janvier-janvier, et puis entre les missions, donc entre janvier et juin. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'on peut avoir des zones d'accrétion, c'est-à-dire que la largeur de votre plage va s'agrandir, et puis des zones d'érosion, ça veut dire que la largeur de votre plage va se réduire. D'accord? Donc on a ce vocabulaire commun, érosion, la plage se réduit, accrétion, la plage s'élargit. Si elle s'élargit, c'est simplement sur une distance. Elle peut s'abaisser ou augmenter. Ça, c'est dénoté dans les profils que va présenter Mirwan tout à l'heure. On a des variations intersaisonnières. On a finalement une théorie. Il y a un fonctionnement théorique des plages, c'est-à-dire que normalement, entre les saisons, donc si on prend juin 2021, juin 2022 par exemple, donc avant la saison cyclonique, il doit y avoir un équilibre. Entre deux, ça va bouger. Mais il va y avoir un rééquilibrage, donc la plage va récupérer ce qu'elle a perdu ou elle va perdre ce qu'elle avait gagné. Pareil, après la saison cyclonique, entre janvier 2023 et janvier 2022, il doit y avoir un équilibre. Ça, c'est pour la théorie, et puis c'est pour les plages en bonne santé. On va voir que parfois il y a de l'érosion, et parfois il y a de l'accrétion. Et c'est là où on doit prendre en charge la plage et essayer de trouver des solutions pour réduire cette érosion notamment. L'accrétion, en général, ne pose pas trop de problématiques, évidemment. Les quelques résultats qu'on peut voir ici, donc l'évolution entre janvier 2022 et janvier 2023, donc après la saison cyclonique, on va avoir une tendance à l'équilibre. On voit ici que sur la plage de Saint-Jean, par exemple, on a vraiment une tendance à l'accrétion. Ce qui est pas mal, ce qui veut dire que la plage, elle est certes pas en très bon état parce que la grosse tendance générale depuis une trentaine d'années, c'est l'érosion. Par contre, on voit qu'elle est capable de récupérer. Si elle est capable de récupérer, c'est qu'il y a probablement des stocks sédimentaires pas très loin et que peut-être en mettant en place des mesures douces, on peut récupérer ces sédiments et reconstituer peut-être la plage. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelques endroits où on voit une tendance plutôt à l'érosion, ici c'est assez faible, je vais vous montrer d'autres cartes où on a une tendance à l'érosion qui est beaucoup plus importante. Idem pour l'évolution entre juin 2021 et juin 2022. On a, vous voyez, sur les cartes quelques zones d'accrétion encore, toujours sur la partie ouest de Saint-Jean notamment, et puis des tendances à l'érosion sur la partie est. Pour l'instant, ce sont des résultats préliminaires, donc je ne peux pas vous donner de chiffres précis. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de bien quantifier, pour chaque transept, en fait, la part qu'on perd. Est-ce que l'érosion, c'est plutôt 5 mètres, ou est-ce que l'érosion, c'est plutôt 1 mètre? Là, on est juste sur du qualitatif, on voit que ça recule et on voit que parfois ça avance. Globalement, j'ai calculé quand même quelques mètres d'érosion, on est sur une relative stabilité. C'est-à-dire que, globalement, cette plage, elle n'est pas en très bon état, mais elle n'est pas en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'elle a des capacités de récupération. À ces variations intersaisonnières, s'ajoutent des variations intrasaisonnières. Donc là, le fonctionnement théorique d'une plage, on est en juin donc, 2021, dans la saison cyclonique, on a le passage de la saison cyclonique, on arrive à janvier 2022, il devrait y avoir une grosse tendance à l'érosion. Puis la plage va récupérer, il devrait y avoir une tendance à l'accrétion. Puis la tendance va de nouveau être érodée, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le fonctionnement classique des plages, on parle de l'hiver et l'été, nous on a choisi plutôt saison avant saison cyclonique, après saison cyclonique. Bien sûr, il faut ajouter à ça des variations parfois hebdomadaires. Vous avez eu il y a quelques semaines des houles du Nord, il y a eu l'épisode de précipitation hier, il y a quelques plages évidemment qui ont été modifiées. Ça, justement, on peut aussi calculer les réajustements et en général, les plages sont assez résilientes, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer ce qu'elles ont perdu, au moins en partie. Si on s'attache aux résultats sur l'évolution intrasaisonnière, si on prend toujours cette plage de Saint-Jean, on voit bien qu'entre juin 2021 et janvier 2022, il y a une forte tendance à l'érosion. Ce qui n'est pas si inquiétant, puisque ça répond à une logique théorique du fonctionnement de la plage. Ce qui est important, c'est de savoir si elle a récupéré. Et donc, toute cette érosion qu'on a constatée entre juin 2021 et janvier 2022, eh bien, on voit que la plage récupère en juin 2022.
Elle a récupéré, par contre, elle n'a pas récupéré autant que ce qu'elle avait perdu. D'accord? Donc ce qui montre bien qu'on est sur une tendance très générale à l'érosion. Hein. Il y a une tendance générale, l'érosion, puis à l'intérieur de cette tendance générale, on a des tendances inter- et intra-annuelles qui vont nous aider à comprendre le fonctionnement de cette plage. Donc globalement, la plage de Saint-Jean a récupéré des dégâts causés ou du recul causé par la saison cyclonique précédente. De nouveau, entre juin 2022 et janvier 2023, on est sur la saison cyclonique, il devrait y avoir une forte tendance à l'érosion. On constate qu'il y a une légère tendance à l'érosion sur la côte ouest et une véritable stabilité sur la côte est. Ça veut dire deux choses. Soit la saison cyclonique a été moins intense entre juin 2022 et décembre 2022, mais ce qui peut s'expliquer aussi, c'est l'apport des houles du nord, où apparemment toutes ces houles sont venues à ramener le sable sur les plages. Donc il y a bien une récupération qui peut se faire au coup par coup et qui vont dépendre des conditions météo marines. Donc là on est, excusez-moi, simplement sur le recul de la plage. Ce qui va être important, c'est de mettre en corrélation ce recul de plage et la hauteur de plage. Et ça, on va le voir avec les profils. Et je vais laisser donc la parole à Miroir sur les profils de plage. Bonsoir à tous. Donc ici, on va présenter une des techniques permettant de montrer les variations des profils de plage le long du transect, comme on l'a annoncé précédemment. Donc comme Tony l'a expliqué, on utilise un DGPS qui nous permet en fait d'effectuer des mesures des points de mesure ponctuels le long d'une ligne. Donc cette ligne est matérialisée sur la photo en orange et elle est aussi visible en rouge sur le graphique. Cette ligne, en fait, elle comprend le plage, donc le début de notre plage, qui souvent marque la fin des habitations et le début de notre zone sableuse, jusqu'au bas de plage, à la zone de battement des vagues. Donc on va couvrir toute cette zone linéaire en effectuant un certain nombre de points, parmi lesquels on va en sortir trois coordonnées intéressantes pour nous, c'est-à-dire le X, le Y et le Z. Le X et le Y vont nous permettre de positionner le point dans l'espace, le Z va nous donner des informations sur l'altitude ou l'élévation. Donc ce qui nous permet donc d'en tirer des mesures volumétriques. C'est-à-dire qu'on a une distance et une hauteur, et qu'on se balade sur un transect de 1 mètre de large, on a une donnée volumétrique qui en ressort. C'est ce type de profil qui va être traité et qui va être utilisé pour vraiment représenter ce que l'on peut voir sur une plage le long de notre transect. Pour cela, on va prendre l'exemple de Flamand, d'un des sites d'études que l'on a suivi au cours de ces sessions. Pour faire une rapide mise en contexte, la baie de Flamand, c'est une baie ouverte qui est principalement exposée vers le nord. Donc cette baie essuie la houle et le nord qui est principalement est, voire nord-est tout au long de l'année, avec bien sûr des épisodes ponctuels plus ou moins importants qui amènent des houles de nord, voire de nord-ouest. Il y a deux éléments, je dirais, importants à tenir compte pour cette baie. Ça serait la pointe à étage qui représente une zone de diffraction de l'onde de houle qui arrive de manière publique, qui va venir s'enrouler autour de la pointe, de manière aussi à allonger le littoral, le courant, bien sûr, va allonger le littoral et ressortir au niveau du bec à chéri à la pointe ouest. Pareil, l'hydronome qui représente un obstacle à cette houle. Alors pourquoi? Parce que étant donné la direction de la houle, l'hydronome va créer une sorte de zone d'ombre où la courantologie va être influencée dans ce secteur. Donc ce sont des choses à prendre en compte quand on étudie des profils de plage. Ici, on fait un petit zoom donc, sur la zone de Flamand. Sur la cartographie qui est à notre gauche, vous verrez donc l'entièreté de la baie qui a été représentée avec les transects qui sont visibles. Les transects, ce sont les barres noires perpendiculaires au trait de côte que vous voyez. Pour se localiser, ici, on va prendre un petit moment sur le profil numéro 2 qui est localisé par le rectangle rouge en haut à gauche. Donc on est au niveau de la partie ouest de la plage. Et en fait, on a représenté donc, les profils tirés à chaque session. Donc un profil en juin 2021 visible en bleu, un profil en janvier 2022 visible ici en rouge, un profil en juin 2022 en jaune, et un profil en janvier 2023 qui est lui en vert. Il y a un petit changement. Le juin 2022 c'est le vert, et le janvier 2023 c'est bien le jaune. Donc ça nous permet en fait de représenter, de superposer nos profils qui ont été donc, mesurés tout au long de nos sessions et d'en déduire plusieurs informations. Sur ce graphique,
En abscisse, du coup, on obtient la distance à l'origine en mètres qui en fait représente la largeur de notre plage. Et en ordonnée, vous verrez donc l'altitude qui montre du coup la hauteur de la plage ou l'élévation du point le plus haut. Alors ici, sur ces profils, lorsqu'on les superpose, on voit donc qu'il y a une longueur minimale qui a été mesurée en janvier 2022, qui représente du coup à la largeur la plus petite que l'on connaît pour la mesurer à Flamand, qui est environ de 42,50 m. En juin 2022, la longueur maximale a été mesurée à environ 60 mètres. Donc, on le sait, il y a cette plage des tendances de variation au fil des mois. Ça en montre un des exemples. Juste en dessous, le petit tableau montre un peu une synthèse de ce qui se passe à ce point numéro 2 sur les 4 sessions où l'on a pris des mesures. Donc, vous verrez des mesures volumétriques sur lesquelles on va revenir dans les slides juste après, qui montrent un peu un bilan sédimentaire qui a pu être tiré de toutes ces mesures. Comme l'a dit Stéphanie, on va se focaliser sur les tendances sédimentaires qui en l'occurrence montrent des comparatifs entre deux périodes. Là, ce qui nous intéresse, c'est les tendances annuelles avant saison cyclonique et les tendances annuelles après saison cyclonique. Pour la saison annuelle avant saison cyclonique, on va se focaliser sur deux profils, le profil de juin 2021 et le profil de juin 2022. Donc on a un an d'écart, au même endroit, on a retracé notre même profil. On voit du coup, selon le profil initial de juin 2021 en bleu, qu'à certains endroits, notamment en haute plage, on a eu l'année d'après un engraissement considérable d'environ 1,60 m. Donc la hauteur de la plage s'est élevée d'1,60 m. Par contre, si on voit un petit peu sur le milieu du profil de plage, on voit que l'année d'après, il y a eu un démaigrissement. Ces interactions qui s'équilibrent au final nous donnent un bilan sédimentaire général de cette zone, à cet endroit précis, sur un an, qui est en fait une tendance en accrétion, étant donné que le bilan, à la base, on avait un volume initial qui était de 111 m3, vous voyez la donnée en haut à gauche, et le profil mesuré en 2022 nous donne une donnée volumétrique de 126 m3. Donc on a gagné environ 15 m3 d'une année à l'autre, à ce même point, bien sûr. Si l'on regarde cette fois la tendance annuelle numéro 2, si on peut dire, c'est-à-dire la tendance annuelle post-saison cyclonique, pour cela on va comparer un peu les profils de janvier 2022 et janvier 2023, on voit aussi qu'il y a une attitude du profil qui est différente. Alors le haut de plage est assez stable, en effet on voit que les profils se chevauchent. Par contre, en milieu de plage, on a quelque chose qui diffère, c'est-à-dire que le profil initial en janvier 2022 qui est ici a subi un sacré amaigrissement en janvier 2023, qui est du coup visible par le profil en jaune. Donc là, le profil en jaune, qui est le profil réalisé il y a 10 jours à peu près, montre vraiment un profil type érosif. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une loupe d'érosion qui s'est créée et tout ce volume qui était l'année dernière présent a été enlevé. Donc ici, on a un bilan sédimentaire qui est en érosion et du coup une perte d'environ 10 m3 d'une année à l'autre. Donc si on se déplace un peu sur la zone de Flamand et qu'on arrive en milieu de baie, donc là on s'intéresse ici au profil numéro 6 qui est localisé par le petit rectangle rouge. Donc, si on regardait, ça le localisait à peu près à la baie des Anges, un petit peu en décalé. Du coup, si on regarde ce profil-là, au niveau de la superposition des 4 sessions de prélèvement de données, on voit que les profils, encore une fois, cette fois se superposent beaucoup. Ce qui un peu montre une stabilité au fil des ans pour cette zone-là. Donc, pareil, le petit tableau récapitulatif qui va être un petit peu plus détaillé dans les slides suivantes, où lorsqu'on prend la tendance annuelle avant la saison cyclonique, donc la tendance annuelle numéro 1, si on peut dire, on voit donc par rapport au profil de base de juin 2021 qu'il y a eu l'année d'après un engraissement vertical d'environ 30 cm. Néanmoins, en base de profil, on a un démaigrissement considérable d'environ 40 cm. Donc pareil, on a un équilibre qui se fait entre le haut de la plage et le bas de la plage sur les 2 années, qui nous donne un bilan sédimentaire à l'équilibre. On a, si on prenait vraiment les mesures volumétriques, on a environ 3 m3 de perte. Néanmoins, 3 m3 par rapport au volume total, ça représente moins de 5%. Ce qui fait que notre interprétation nous penche vers l'état de stabilité.
Pareil pour la tendance annuelle numéro 2, c'est-à-dire la tendance post-saison cyclonique. Toujours au profil 6, on voit pareil, des profils qui sont assez similaires, dont la pente va un peu, mais en milieu de profil, on voit donc un léger engraissement par rapport à l'année d'avant, où là, on a une hauteur de plage qui augmente d'environ 40 cm. Si on regarde le bilan sédimentaire de ces deux profils, en janvier 2022, on avait 61 m3 de mesurés de manière linéaire le long de ce profil. En janvier 2023, on a 63 m3. Donc on a une variation de 2 m3, une accrétion en soi de 2 m3, qui, pareil, si on le réfère au volume général, nous donne environ 3% de variabilité. Fait que, pareil, ça nous montre des tendances en stabilité, ce qui permet, en fait, je reviens juste en arrière pour vous montrer la cartographie de Flamand, ce qui nous permet, en fait, bien sûr, cette analogie a été réalisée pour chaque profil, pour chaque période de l'année. Il nous permet en fait, de repérer les secteurs en érosion, en accrétion ou les secteurs stables. Donc on a vu sur le profil numéro 2 qui était vraiment en extrémité de baie, où il y avait des grosses différences d'une année à l'autre. Par contre, au milieu de baie, on est sur un caractère beaucoup plus stable. Ce serait intéressant de regarder, donc ça serait la baie qui est orientée est, donc au niveau du cheval blanc, voir aussi si cet espace-là subit les variations du volumétrique et aussi du trait de connexion. Je vais repasser donc ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est une des méthodes de représentation du volume selon un profil de plage, mais il en existe d'autres. Mon collègue Tony va du coup vous présenter une autre méthode. Merci Miroir. Oui, effectivement, autre méthode donc, de représentation des variations volumétriques. Ce que vous avez montré le drone, nous étions en mètres cubes par mètre linéaire. Ici, le drone va nous permettre, bien qu'il y ait quelques incertitudes, il faut le noter, va nous permettre de spatialiser, avoir une vision plus globale des phénomènes d'érosion et des phénomènes d'accumulation. Ici, c'est Mathieu Desroches qui nous a fait cette carte pour cette réunion. On voit très bien donc une perte volumétrique dans cette partie-ci de la plage de Flamand, alors que de ce secteur-ci, on est plutôt sur de l'engraissement. On voit, alors sur les photos, vous voyez que ce n'est pas très neutre, c'est pas très net. En revanche, bien, ce type d'outil, ce type de cartographie, permet d'avoir une image extensive donc, de la variation en surface, on a aussi cette information en mètre carré, et une information volumétrique. Donc tout cela se combine très très bien entre variation du trait de côte, variation des profils avec les variations inter- et intrasaisonnières, et cette imagerie donc, de drone qui nous permet d'avoir une vision plus globale des phénomènes. De l'autre côté, Yoann évoquait justement cet espace-ci. Effectivement, là on retrouve de l'engraissement, c'est caractérisé par cette couleur, donc de l'engraissement entre les différentes sessions. Et moi je pense que c'est un outil qui est intéressant parce que vous avez ici une cartographie qui est relativement simple à comprendre et qui donne une information qui est claire et quantitative. Cependant, les autres outils présentent également un intérêt parce que vous avez une information beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise en fonction du secteur qui vous intéresse. Donc tout ça finalement permet de s'imbriquer. Je vais vous présenter aussi succinctement l'apport de l'analyse granulométrique dans la dynamique des plages. Je vous ai présenté tout à l'heure la manière donc, de faire une étude granulométrique. Donc on s'intéresse au grain de sable, échantillonnage, qui permet, après un traitement assez important, d'aboutir à une cartographie, à la répartition, donc la distribution spatiale du grain moyen. Donc ici nous sommes sur la plage de l'Orient, où on voit une très belle, par exemple, dichotomie, un est-ouest, avec un grain de sable beaucoup plus grossier dans cette partie-ci, la couleur rouge-orangée. On est sur des grains de sable qui approchent 500, 600 micromètres, alors que dans cette partie-ci de la baie, nous sommes plutôt sur des grains autour de 300, 260, 270 micromètres. Alors, bien entendu, pour un néophyte, ce n'est pas toujours évident de comprendre que représente ce grain moyen, mais pour le spécialiste, il représente beaucoup d'informations, notamment sur l'énergie des vagues à la côte.
avec notamment ici une très belle corrélation entre une plage en érosion et des grains, finalement des grains de sable très grossiers, et puis un secteur beaucoup plus abrité, une réfraction plus efficace se déroule, et au final, un secteur qui a une tendance plutôt à la stabilité pour cette partie-ci de l'Orient. J'ai également ajouté ici les différents courants côtiers issus de cette étude, cette approche participative avec les surfeurs qui nous ont beaucoup apporté sur les courants côtiers dans cet espace. Et effectivement, quand on regarde ici, on a, je dirais pas, aussi une sorte on a deux cellules sédimentaires. Très clairement, on a deux cellules sédimentaires de part et d'autre de cette plage qui se dessinent. Ce qui fait que, en termes de réflexion, de gestion des littoraux, il faut imaginer, si je dois agir en termes d'action sur ces plages, là, je dois intégrer le fait que j'ai deux cellules sédimentaires. Et donc cette approche globale me permettra d'arriver au mieux avec des mesures plus efficientes dans la gestion de ce littoral. Donc voilà les apports de la distribution spatiale du grain moyen. Il y a d'autres indices statistiques, je l'évoquais tout à l'heure, l'indice de tri, l'indice d'asymétrie, qui viennent compléter la donnée, certes, mais aussi la compréhension de ce système. On a fait ce même travail pour l'ensemble des plages, donc je vous montre juste la répartition du grain moyen à Saint-Jean, où là, effectivement, on voit les courants côtiers, donc issus de cette approche participative, et ensuite la distribution spatiale de ce grain de sable. Alors ici, on est beaucoup plus fin par rapport à l'Orient, on est autour de 140 à 170 micromètres, c'est un sable beaucoup plus fin, et dans cette partie-ci de la baie, on retrouve un grain très fin par ici, et un granoclassement qui est plutôt grossier en se dirigeant vers l'Eden Rock, où le grain de sable, vous voyez, est autour de 400, 500, voire plus. Donc une granulométrie plus importante, qui traduit d'une part une énergie des vagues plus importante à la côte, et également, c'est ce qu'on suppose au niveau de l'Eden Rock, des courants de diffraction qui, de part et d'autre de ce rocher, entraînent d'une part une sédimentation différente, mais aussi des phénomènes d'érosion que l'on induit. Donc ça, ce sont les apports issus de l'analyse granulométrique et de la courantologie. Finalement, pour faire une petite synthèse de tout cela, pour essayer de faire une synthèse, c'est difficile. De faire une synthèse en si peu de temps. Ce que nous avons appris, je pense, de ces plages, c'est tout d'abord qu'elles possèdent un fonctionnement intrinsèque. La plage de Flamand ne fonctionne pas de la même manière que la plage de Lorient, que la plage de Saint-Jean, etc. Et je pense que ça, c'est une particularité qu'il faut intégrer, notamment dans toute action de gestion du littoral, de prendre en considération le fonctionnement propre de ces plages qui présentent une à plusieurs cellules hydrosédimentaires. Deux éléments aussi qui me semblent importants ici à souligner en termes de résultats, sans entrer trop dans le détail, c'est que vous avez dans le fonctionnement de ces plages des facteurs biophysiques, on pourrait dire des facteurs naturels. Tout d'abord, la proximité ou non des stocks sédimentaires, qui se situent dans la profondeur de fermeture des vagues ou au-delà, la mobilisation des sédiments par les vagues, en fonction de la profondeur, le vent. On voit qu'en fonction de la largeur des plages, eh bien, le vent aura la possibilité d'arracher des particules pour ensuite créer un petit massif dunaire. En revanche, sur une plage trop courte, eh bien, le vent n'aura pas la possibilité, n'aura pas la déflation possible pour créer un système dunaire. Les coups de mer, alors on n'a pas évoqué Irma ou d'autres coups de mer, mais effectivement, ces phénomènes paroxystiques ont bien entendu un impact dans la dynamique côtière. Et ce qui est intéressant, donc nous on a travaillé sur Irma en 2017, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les phénomènes de résilience qui existent dans la dynamique côtière. Enfin, dans ces facteurs biophysiques, je pense aussi à l'absence ou présence d'écosystèmes terrestres et marins dans le fonctionnement global des plages et surtout leur état de santé. S'ils sont en mauvais état ou en bon état, et bien entendu, leur influence sur la dynamique côtière ne sera pas la même. Et puis, à côté de ces facteurs biophysiques naturels, vous avez les facteurs anthropiques. Facteurs anthropiques, il y a la proximité des aménagements par rapport au rivage. Effectivement, on peut se rendre compte qu'en fonction de l'emplacement des habitations et des murets sur le littoral, plus je suis proche du rivage, plus les phénomènes d'érosion seront importants. Donc, murs de protection, enrochements, ont d'une manière générale des impacts négatifs dans la dynamique des plages.
avec souvent des phénomènes d'affouillement, d'érosion et de baisse du niveau de la plage. Ensuite, on a pu aussi voir au cours de nos investigations différentes méthodes mises en place, des méthodes douces, comme les brisements, la végétalisation, on va en parler juste après, qui peuvent avoir des effets bénéfiques dans la reconstitution, dans la constitution des massifs dunaires. Ça, je pense, c'est un point très positif ici à souligner. Et puis, on a pu aussi voir sur certains sites bien, voilà, des rechargements artificiels qui ont été réalisés, que l'on suit, notamment celui de Lance d'Écaille, l'utilisation des géobags, pour lesquels là aussi la pertinence peut être ici en tout cas discutée. J'évoquais juste à l'instant donc ces solutions basées sur la nature, terme aujourd'hui très à la mode, mais bon, Roland Paskov, il y a déjà 20-30 ans, parlait déjà de ces solutions basées sur la nature, qui consistent à utiliser donc, des filets brisement, des ganivelles, la végétation endémique pour reconstituer des massifs dunaires, en imaginant que dans mon système plage, le massif dunaire est un stock de sédiments qui participe au fonctionnement de la plage. La dune, la plage et l'inventaire. Tout ça, c'est un système, et donc, pour gérer ce littoral, eh bien, pourquoi pas travailler sur l'utilisation de ces méthodes douces que l'on a pu voir sur différents sites. À Flamand, par exemple, on voit l'équilibrisement et la végétation, qui permet la constitution de cette dune embryonnaire, petite dune bordée. Même chose ici. Et puis à Saline, également, des travaux qui ont été réalisés, donc le pôle de ganivelle, végétalisation de la dune, qui ont donné des effets très positifs quant à la constitution du massif dunaire, notamment post-Irma, au niveau de Saline. Bien entendu, il y a d'autres méthodes possibles, des méthodes plus alternatives, si je puis dire, l'utilisation des stabi-plages, des géobags. Cependant, avant toute utilisation, il est nécessaire de faire des études d'impact. Bien entendu, on cherche des effets positifs, mais il faut aussi imaginer quels peuvent être les effets négatifs de ces mesures, que ce soit côté terre et également côté mer. Quel impact finalement d'un rechargement artificiel sur les écosystèmes côtiers. Donc, je pense que là, il faut vraiment faire très attention dans les méthodes qui existent et à utiliser. Toujours donc dans le suivi de ce littoral, vous le voyez, ce projet donc, qui dure 1 an et demi, toute la question c'est la pérennisation de ce projet. Et pour cela, là, je vais donner la parole à Sébastien, qui va nous présenter donc, le projet participatif, le projet COSNAP. Sur ce projet commun et vous permettre à tout à chacun et aux habitants de l'île de contribuer aussi à la finition de données. On a décidé de mettre en place soit quelques plages, pour l'instant c'est en place à Toigny et c'est en bonne voie pour d'autres plages. Le protocole COSNAP, qui est un protocole qui est né en Australie et qui vise à mettre en place une mire dans un endroit très établi où on a un bon angle de vue sur la plage, une mire fixe où chacun avec son smartphone peut venir prendre une photo qu'il envoie, qu'il nous enverra dans le cas présent, pour à partir de cette photo retracer le trait de côte comme vous l'avez sur l'image ici, et ensuite en analysant on verra les mouvements de la pression ou de l'érosion sur cette plage. C'est pour, vous avez eu tout à l'heure le panel des protocoles qui ont été mis en place sur nos sites pilotes. C'est pas quelque chose qui est reproductible sur toutes les plages parce que c'est très chronophage et c'est un investissement assez important. Mais en tout cas, sur ces plages, quand on arrive à avoir un site public qui le permet ou avoir l'accord d'un propriétaire privé qui nous permet d'avoir accès à ces plages, tout à chacun, alors là sur le panneau, il n'y a pas encore le panneau explicatif qui peut expliquer à quoi sert cette mire-là, mais il y aura un panneau qui vous explique à quoi il sert, comment y contribuer grâce à vos photos, et à partir de là, nous, on verra comment exploiter cette donnée et à quoi elle sert. Et enfin, bien sûr, pour pas que cette étude reste simplement reste tout simplement juste une étude. L'idée de cette étude, justement, c'était qu'elle nous serve à apporter des éléments aux décideurs. Parce que, puisqu'aujourd'hui, il y a de l'érosion de plage, c'est certain, mais puisqu'aujourd'hui, la solution qui a systématiquement été déployée, c'est du réensablement. Du réensablement, ça peut être bien fait dans certains cas, mais il faut avoir une certaine connaissance de la granulométrie, de comment va se comporter ce sable si on le met à tel ou tel endroit, et de quelle est la meilleure période pour le faire, par exemple, et
sert avant tout à acquérir cette donnée, cette information, et pour vraiment proposer aux décideurs des solutions qui vont permettre de mettre en place des solutions efficaces sur du long terme et peu impactantes sur les écosystèmes voisins, parce que le réensablement a sans conséquence sur les écosystèmes voisins. On va proposer un sujet de thèse en fait, monté en partenariat avec l'Université de Montpellier, qui nous, dans le but d'accueillir nous un thésard pendant 3 ans. Thésard qui va étoffer, enfin qui va augmenter, on va dire, le nombre de plages suivies, parce qu'aujourd'hui on est sur 5 plages qu'on maîtrise bien en détail, mais il y a 2 plages en jeu, 2 plages où il y a de l'habitation derrière, 2 plages où il y a de la nidification tordue, et 2 plages où malheureusement il y a de l'érosion. On va proposer un sujet de thèse qui visera donc à élargir le nombre de plages suivies et à rajouter un certain nombre de données, puisque là on a vu la partie à terre, mais bien évidemment le sable quand il va en mer, parfois il reste très proche, parfois il y a des stocks qui vont bien plus loin, et pour cela il faut qu'on fasse l'équivalent de cette étude, mais dans les zones côtières, avec le déploiement d'un échosondeur qui nous permettrait de déterminer où sont présents ces sites, quelle est la variométrie sur ces sites, et comment ils bougent en fonction des saisons aussi. Et à partir de là, on pourra déjà travailler, en tout cas proposer des modèles, des solutions, soit uniques, soit un panel de solutions qui seront, comme le disait tout à l'heure Tony, adaptées au contexte de la plage. Parce qu'il n'y aura pas une solution efficace pour l'Orient et une efficace pour Saint-Jean. Ça va sûrement être un panel de solutions, mais la même solution ne marchera pas pour toutes les plages. Donc, toujours dans l'idée de cette thèse, il y aura très probablement, et ce sera nécessaire, d'intégrer toutes les questions qui sont liées au changement climatique, parce que là on a parlé principalement d'événements cycloniques, on a parlé d'aménagement sur le littoral, mais c'est indéniable. Le changement climatique va apporter son lot de perturbations et perturber ces zones et perturber l'équilibre sédimentaire qui règne ou qui est déjà parfois perturbé. Donc voilà, tout le prolongement de ce projet, on souhaite, on envisage de le faire bien à César, qu'on accueillerait sur 3 ans, et on espère au bout de ces 3 ans être en mesure de proposer à la collectivité, pour les plages en érosion, parce qu'il y a des plages en escarpin pour lesquelles ce sera pas nécessaire, de proposer un panel de solutions, en tout cas en basant sur une démarche scientifique et sur des arguments. Et la dernière chose à dire, c'est que le travail qui a été fait aujourd'hui permettra de quantifier l'efficacité qui va être mise en place dans le futur. Si par exemple pour l'Orient on décide de booster la barrière de corail pour qu'elle joue plus son rôle de brise-lame et que l'énergie là où elle arrive un petit peu moins forte sur la plage, donc voilà, en faisant du bouturage, en mettant en place des infrastructures, si on n'a pas derrière la donnée qui nous permet de voir si c'est réellement efficace, de quantifier, ça nous a permis sur un an de gagner tant de volume par mètre linéaire, ça restera que de la perception. Là, ça nous donne une base solide, ça nous fait un T0, comme on dit, et c'était tout l'intérêt de ce suivi, et je remercie une nouvelle fois Tony et Stéphane de nous avoir proposé de travailler avec eux là-dessus. Merci à vous. Merci.